retour sur le plateau en compagnie de Clara. Et c'est ça, Alex, je suis avec l'adjudant Émilie, qui est donc conseillère en recrutement dans l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, quels sont les critères de recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace? Alors, pour rentrer dans l'armée de l'air et de l'espace, il faut avoir la nationalité française, moins de 30 ans, et après, en fonction du niveau scolaire, on peut rentrer dans les armées, qu'on ait un niveau 3e jusqu'à bac plus 5 et plus. Donc en parlant des niveaux d'études, est-ce que vous proposez des formations en interne? Alors, on propose des formations en interne. En fait, les gens viennent avec leur bagage scolaire, quel qu'il soit, et ils viennent rencontrer un conseiller en recrutement au sein du CIRFA. Et nous, conseillers en recrutement, on est là pour les aiguiller au mieux dans le statut qui pourrait le mieux leur correspondre. Donc, en fonction du diplôme qu'ils ont, s'ils n'ont pas le bac, on peut rentrer militaire du rang. Donc, en gros, ce sont on va dire le niveau exécutant chez nous. Ensuite, on a les cadres techniciens qui sont les sous-officiers, donc recrutés à partir d'un bac ou d'un bac plus 2. Et à partir d'un bac plus 3, on peut rentrer en tant qu'officier sous contrat. Et en fonction de l'échelon dans lequel on rentre, nous derrière, on va faire soit des compléments de formation, pour notamment les officiers, on va vraiment faire un vernis complémentaire par rapport à leur formation académique déjà acquise. Pour les sous-officiers, on peut les former à un métier de A à Z. Donc on fait une formation militaire pour tous les candidats à l'engagement. Ils rentrent tous, une fois qu'ils ont passé les tests de sélection, ils rentrent tous pour être formés à être militaires. Et ensuite, on leur apprend leur spécialité. Donc en parlant de spécialité, quelles sont les spécificités de l'armée de l'air? Alors nous, on a une 50aine de métiers dans l'armée de l'air. On a des métiers liés forcément à l'aéronautique, donc on a les pilotes, on a toute l'équipe mécanique avec plusieurs spécialités de mécaniciens. On a des techniciens radars pour tout ce qui est communication entre nos avions et le personnel au sol, ou entre avions entre eux en l'air aussi. On va avoir les métiers de l'informatique, de la cybersécurité, tous les métiers du soutien, les ressources humaines, la comptabilité, les métiers de la protection, avec les commandos parachutistes par exemple, ou les pompiers de l'air. Après tout ce qui est soutien, donc la logistique, les cuisiniers, voilà, vraiment tout un panel de métiers. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va former les gens à ce métier-là et on peut évoluer en interne. C'est ça qui va être très important chez nous. On valorise l'individu en le faisant progresser en interne. On peut très bien rentrer avec un niveau scolaire, un bac, et rentrer en tant que militaire du rang et se dire ok, moi je veux gagner en responsabilité, j'ai appris plein de choses, je veux mettre maintenant gagner en compétences, et on peut faire évoluer la personne par voie de sélection interne. Et donc quand vous parlez donc d'évolution, comment ça se passe finalement du coup en interne? Ce sont des sélections, des sélections internes au vu du dossier de chacun, des envies de chacun. On peut évoluer vers un statut supérieur au sien au départ. Voilà. Et donc une question que beaucoup d'étudiants qui veulent rentrer à l'armée de l'air, est-ce qu'il y a une préparation psychologique et physique donc, pour ces métiers proposés? Alors oui, on est tous militaires, donc on a tous une formation militaire initiale. Après, quand on doit partir sur des théâtres d'opération extérieures, en fonction de sa spécialité, on va avoir des remises en conditions opérationnelles. En fait, un militaire va se former tout au long de sa carrière et va se mettre en bonne condition opérationnelle dès qu'il devra repartir en mission. Et donc en parlant de mission, quelles sont les principales missions pour quelqu'un qui est dans l'armée de l'air et de l'espace? Alors les missions de l'armée de l'air, ça va être vraiment, on est là au profit protéger les populations, pour protéger les intérêts de la France en France comme à l'étranger. On est là, l'armée de l'air, sa spécificité, c'est de surveiller l'espace aérien français. Donc on fait la police du ciel. On est capable d'intervenir dans l'espace aérien français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour intercepter un avion qui serait menaçant, pour venir en aide aussi, peut-être un aéronef qui est perdu, qui a perdu ses moyens de communication, et qu'on va aider à se poser en toute sécurité dans une zone sécurisée en fait. Donc ça, c'est là vraiment la spécificité de l'armée de l'air. Ensuite, on a des missions de protection des populations. Vous avez dû entendre parler des missions Sentinelle, Vigipirate. Là, on œuvre tout au long de l'année pour ces missions-là. On a la mission de dissuasion. C'est tout ce qui va toucher à la dissuasion nucléaire. Et après, tout ce qui va être intervention. Donc là, on intervient. En ce moment, vous avez pu, avec l'actualité, voir à Mayotte, par exemple,
lors de catastrophes naturelles comme celle-ci, l'armée de l'air va être en première ligne pour apporter des moyens humains, médicaux, matériels pour aider à la reconstruction en fait, suite à des catastrophes. Ça peut être aussi dans le cadre de conflits armés, dans le cadre d'évacuation de personnel, de ressortissants, voilà, donc plein de choses comme ça, mais toujours au profit des populations. Et enfin, pour finir, comment peut-on découvrir l'armée sans s'engager pour autant ? Alors, on peut découvrir dès 16 ans avec des préparations militaires. C'est une espèce de vie ma vie de militaire. On est en immersion sur une base aérienne pour découvrir l'armée de l'air de l'intérieur, depuis une base aérienne et soi-même. Parce qu'un conseiller en recrutement, il pourra dire plein de choses, raconter plein de choses, mais vivre les choses par soi-même, c'est ce qu'il y a de plus formateur. Donc, les préparations militaires sont là pour permettre aux jeunes gens dès 16 ans de s'immerger sur une base aérienne et de découvrir, c'est durant les vacances scolaires, une douzaine de jours à peu près. Vraiment, c'est immersif et on fait un petit vie ma vie de militaire et ça permet ensuite de se dire ok, je veux bien aller plus loin, voir ce que c'est, ou alors peut-être c'est bon, j'ai vu, mais c'est pas ce que je veux faire. Voilà, ça permet vraiment de découvrir de l'intérieur. Donc on a ça, on a plein de dispositifs jeunesse qui sont mis en place aussi avec notamment les escadrillères jeunesse. Et puis après, ça peut être aussi des contrats courts, des contrats de volontaires de 12 mois pour découvrir aussi voilà, ce genre de choses. Eh bien, merci à l'adjudant Émilie, qui, je rappelle, est conseillère en recrutement à l'armée de l'air et de l'espace, pour avoir répondu à nos questions sur Radio Saint-Vincent. Merci à vous. Merci beaucoup Clara d'avoir fait cette interview et nous avoir apporté des précisions très nécessaires en fait. Parce que c'est vrai que l'armée, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on les connaît vraiment dans les moindres détails ? C'est votre radio préférée en live du Salon de l'étudiant. Nous restons donc maintenant avec Louis. Alors merci Alban. Alors tout à fait, je suis avec le commandant Loïg. Alors bonjour commandant Loïg. Bonjour, merci de l'invitation. Il n'y a pas de souci. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer la formation que vous mettez en avant s'il vous plaît ? Alors donc moi je représente le recrutement de l'armée de terre et donc voilà, nous on recrute 16 000 militaires par an dans 16 grands domaines d'activité. Et donc en fait ce qu'on propose c'est déjà des cursus qui dépendent du niveau scolaire. Donc quand on n'a pas de bac, donc c'est un cursus de militaire du rang qui correspond à l'équivalent civil d'ouvrier, employé. À partir de bac, on propose un cursus sous-officier, donc cadre moyen, pour débuter, encadrer un groupe de 9 hommes et femmes. Et ensuite, on a la catégorie d'officier à partir de licence jusqu'à bac plus 5 et plus. Très bien. Et est-ce qu'il y a des concours pour rentrer au sein des cursus ou pour postuler par exemple ? Alors la majorité des cursus que je viens d'évoquer se font sur dossier, sur sélection, sauf pour officier, donc officier sur titre où ça reste un concours pour intégrer. Et quelles sont les modalités de ce concours ? Donc officier sur titre, donc faut avoir bac plus 5 et avoir 25 ans au maximum. Et donc passer les sélections comme tous les autres types de candidatures et après c'est sur dossier qui sont sélectionnés une partie et ceux qui sont sélectionnés iront passer des tests des sélections d'admissibilité. Donc j'imagine qu'il faut avoir un assez bon niveau scolaire, non ? Ah, tout à fait, oui. Donc, déjà, on part sur du bac plus 5 et donc il y a très peu de places, une vingtaine de places par an pour beaucoup de candidats venant de très grandes écoles, ayant des très bons curriculums. Donc la sélection est rude et tout le monde ne peut pas être pris sur ce cursus qui est bien particulier. Donc vous avez dit venant de grandes écoles, donc j'imagine que vous recrutez au niveau national ? Voilà, c'est au niveau national. Donc moi je représente le CIRFA de Rennes et responsable du département d'Ille-et-Vilaine. Et il y a un CIRFA par département. Donc tout ce recrutement est national. Et quelles sont les motivations ou bien les compétences qu'il faut avoir pour postuler ? Alors les motivations, déjà pour la plupart, c'est de vouloir se rendre utile, de servir son pays, parce que l'objectif c'est de défendre la France, ses citoyens, et surtout l'objectif principal, c'est de préserver la paix. Et en compétences, qui dit militaire dit avoir quand même une condition physique minimale, donc c'est surtout ça qu'il faut avoir. Et y a-t-il une préparation psychologique en amont ?
Il n'y a pas de préparation psychologique. Les candidats savent qu'ils rentrent dans l'armée et quels sont les risques. Après, c'est au cours des missions, des opérations extérieures, s'ils ont pu rencontrer des situations où ils ont pu être choqués, il y a des cellules d'aide à l'issue de ces missions. Systématiquement, on est reçu par des officiers psychologues qui demandent qui a besoin d'être suivi ou si des gens on voit qui ont été marqués par quelques événements sont directement pris en compte, pris en charge par ces officiers psychologues. D'accord. Et est-ce obligatoire d'avoir un minimum de connaissances des bases du militaire? Non, pas du tout, parce que quand on vient du civil, on ne connaît pas forcément le milieu et l'armée, peu importe le cursus, forme complètement les basiques du militaire, les fondamentaux, puis après les formations sur la partie spécialité. Donc pas besoin de prérequis particuliers pour entrer dans l'armée de terre. Et vous formez à quel poste durant les cursus? Donc, sur les 16 000 postes, en fait, on a besoin de rechercher tous les métiers, tout ce qu'on peut trouver dans le civil, parce que pour être opérationnel, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'un mécanicien, d'un électricien, d'un boulanger, d'un météorologiste. Donc voilà, la plupart ne voient qu'au travers des films et des jeux vidéo l'aspect vraiment purement combattant, alors qu'il y a une multitude de possibilités et de métiers attrayants chez nous. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est militaire d'abord, avant d'être formé sur une spécialité après. Donc voilà. Et quel est le coût d'inscription à ces cursus? Alors le taux d'inscription? Non, le coût, pardon. Le coût, alors pour le candidat, ça ne lui revient à rien du tout. Voilà, donc il va passer des tests au centre de sélection. Pour ceux qui habitent un petit peu loin, s'il faut prendre le train, on leur paye les billets de train. Tout est pris en charge par l'armée. Très bien. Et donc, est-ce qu'il faut avoir de grandes disponibilités pour postuler, pour être disponible à des missions? Oui, quand on reçoit un candidat, c'est ce qu'on voit d'abord avec lui, s'il connaît bien les contraintes, dont la disponibilité, parce que militaire, ça veut dire partir régulièrement en exercice, être d'astreinte, monter des gardes. Là, vous savez que suite aux événements, il y a la mission Sentinelle qui est permanente et donc les régiments sont souvent sollicités. Donc voilà, ça veut dire 1 mois, 2 mois sur des missions partout en France, participer à des grands exercices tout au long de l'année, plus les projections, que ce soit en Outre-mer ou dans des pays avec qui on a des alliances, ou sur des théâtres en conflit, en projection extérieure. Donc voilà, généralement pour des durées de 4 mois. Et est-ce que vous intervenez par exemple dans des établissements scolaires ou pour faire découvrir le cursus? Alors en tant que centre de recrutement et de renseignement des forces armées, oui, c'est notre mission principale. Donc moi, comme chef du bureau armée de terre du recrutement, j'ai en charge l'Ille-et-Vilaine et donc on fait des interventions dans tous les établissements d'Ille-et-Vilaine. D'accord. À partir de la 3e. Très bien. Et est-ce qu'il faut avoir un passé de réserviste pour postuler ou est-ce que c'est mieux? On n'a pas besoin d'avoir un passé de réserviste, mais je peux qu'encourager chaque personne qui souhaite un projet d'intégrer l'armée de terre, de rentrer dans la réserve, car c'est très, très positif pour une future candidature, parce que pour nous, c'est rassurant, parce qu'on sait que la personne connaît dans quel milieu elle va, elle est déjà intégrée, elle connaît déjà toutes les contraintes, donc c'est très positif pour un futur contrat de candidature. Et est-ce qu'on peut découvrir les régiments par des portes ouvertes? Oui, tout à fait, les unités. Alors pas en CIRFA, mais les unités, oui, effectuent une porte ouverte une fois par an, tous les 2 ans. Donc c'est possible, il faut se renseigner. Tout également, comme nous en CIRFA, on offre la possibilité pour celui ça reste un petit peu flou, le monde militaire, et savoir si on est fait pour la vie militaire, on offre la possibilité de faire des préparations militaires d'une semaine, une immersion d'une semaine en régiment pour voir si on est bien fait pour ça. Et où est-ce qu'on peut retrouver les modalités?
sur Internet, par exemple, j'imagine. Donc voilà, sur notre site s'engager.fr, ce qui permet d'avoir une multitude de renseignements sur tous les cursus, les grands domaines d'activité, les régiments, et surtout pour créer son profil et pouvoir prendre rendez-vous chez nous pour être pris en compte par l'un de nos conseillers. Très bien. Merci beaucoup, commandant Loïc. Merci à vous. Merci à vous pour du coup toutes ces informations concernant l'armée de terre. Je sais que c'est une direction que beaucoup de jeunes dans laquelle sont intéressés. Voilà, en effet l'armée c'est quelque chose de très intéressant pour de nombreux jeunes et on ne sait pas forcément où aller, où se diriger pour justement s'engager. Chaque question trouve sa réponse, chaque projet son chemin. Écoutez Radio Saint-Vincent en direct du Salon de l'étudiant. Nous enchaînons maintenant pour une prochaine interview avec Faustine Janvier et son invité. Et oui, en effet, tout de suite, je vais vous parler des métiers de l'industrie avec Jean-Marc Siméon. Bonjour Monsieur Siméon. Bonjour Faustine. Vous êtes animateur sur le stand avec l'industrie. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer à nos auditeurs déjà les métiers de l'industrie, tout ce que ça englobe et surtout quel est l'intérêt du stand avec l'industrie sur un salon de l'étudiant? Alors, tout à fait, oui. Avec l'industrie, c'est l'OPCO 2I. Ce sont justement 27 branches qui sont représentées. Et l'intérêt d'avoir un stand ici au salon de l'étudiant, c'est pour montrer aux étudiants, aux jeunes, donc, que l'industrie, elle a fait peau neuve. On va pas se mentir. Avant, on avait cette image archaïque de cette usine en briques et avec les grandes cheminées. Et bon, ça c'est fini. Maintenant, justement, la conduite du changement nous a invités à changer de fusil d'épaule, à regarder vers l'évolution des métiers et vers les différentes façons de procéder ou de travailler avec les approches RSE et puis voilà, les nouvelles technologies. Vous avez parlé, excusez-moi, des 27 branches de l'industrie. Est-ce que vous pourriez m'en citer quelques-unes pour illustrer vos propos? Oui, bien sûr. Alors, on a l'industrie du papier-carton, on a l'industrie du verre, la métallurgie, les industries de la mer, la plasturgie, et plein d'autres encore. Enfin, il y en a 27, donc vous imaginez qu'effectivement, ça représente beaucoup de corps de métier. Et est-ce que sur ce stand, vous expliquez aux jeunes qui sont intéressés par les métiers d'industrie de quelle façon vers quelle orientation ils peuvent se diriger pour pouvoir atteindre un de ces métiers? Alors personnellement, moi, ma fonction, c'est de les mettre en interaction avec la réalité du terrain. C'est-à-dire que moi, j'ai des quiz sur chacune de ces industries. Et avec ces quiz, il y a un professionnel qui est là, qui m'accompagne. Et on redécouvre ces industries qui font partie de notre quotidien et qui sont aussi donc étayées. On étaye les questions avec les professionnels qui donnent des compléments d'information. Donc ça donne une idée de ce qu'est l'industrie de base, mais aussi tous les process de fabrication, les approches RSE, la parité. Excusez-moi, vous dites RSE. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est à nos auditeurs? Alors bien sûr, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et donc toutes ces pratiques qui font que on accompagne la conduite du changement. Et donc, beaucoup d'accompagnement que vous expliquez du coup le principe de cet accompagnement aux étudiants. Est-ce que votre stand, je l'explique aux gens qui ne sont pas au salon étudiant, est très imposant, peut-être un des plus grands du site et surtout très attrayant? Est-ce que vous pensez que le fait de rendre ça attrayant, ça aide les jeunes à se sentir concernés par ces sujets? En fait, ils le sont de facto, parce que en fait, que ça soit dans l'industrie du textile, on porte tous et tout un chacun donc des vêtements. On a tous accès au train, donc c'est-à-dire que là, les carrières et matériaux, donc toutes ces industries, elles font partie de notre vie au quotidien. Et le fait d'avoir les professionnels et d'avoir des explications beaucoup plus techniques ou plus avancées sur ces industries, ça permet aux jeunes de toucher du doigt une réalité de terrain. Et vers quel genre d'études on peut s'orienter pour travailler dans l'industrie de manière générale? Je pense qu'il y a plein d'études, mais
Est-ce que par exemple les métiers comme ingénieur, les études comme ingénierie et tout ça, ça permet de s'orienter vers l'industrie? Bien sûr, alors l'industrie par exemple, si on prend la chimie, il y a des questions qui sont posées aussi justement, quel niveau d'études de base faut-il pour faire partie de l'industrie de la chimie? Il n'y a pas de niveau d'études de base, c'est-à-dire que sans son diplôme on peut déjà rentrer dans l'industrie. Mais bien sûr, qui peut moins peut le plus aussi, puisque plus on a des diplômes et plus on peut y accéder. Est-ce que vous expliquez aussi tout le process de recherche et développement qui prend place dans le milieu de l'industrie? On l'aborde, on ne l'explique pas. On sait qu'effectivement dans chacune de ces industries, la recherche et développement, ça fait partie du process d'évolution. Et notamment, quand on parle de l'industrie du plastique, aujourd'hui, le plastique il est biosourcé par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a eu des process de recherche et développement pour accompagner cette évolution. Et vous qui animez donc ce stand pour les jeunes, hier c'était beaucoup d'étudiants, aujourd'hui c'est plus des familles. Est-ce que vous sentez que vous apprenez vous apprenez de nouvelles informations à ces gens qui viennent vous écouter sur le stand? Complètement. Et là tout à l'heure on a fait un quiz sur le textile. Et avec le textile, que ce soit l'organza, ou des fibres naturelles qui poussent, qui sont issues des arbres, avec le modal, on les utilise au quotidien. Pour autant, on ne sait pas quelles sont les origines ou quels sont les process de fabrication. Donc, avec l'industrie, c'est un organisme, c'est exact? Tout à fait. Qui a pour but de lutter contre la méconnaissance au sujet de l'industrie et peut-être les clichés, les idées préconçues qu'on peut avoir sur ce sujet. Et au stand ici, sur votre stand au salon étudiant, vous faites ça avec brio parce qu'on voit les gens affluer à votre stand. En tout cas, je vous remercie Jean-Marc Siméon d'avoir pu répondre à nos questions ici sur Radio SV. Je le rappelle, vous êtes animateur du stand avec l'industrie et je conseille à tous les gens qui sont ici au salon de l'étudiant de passer les voir. Merci à vous Faustine et merci donc à l'ESRA pour cette interview. Et puis longue vie avec l'industrie, il y a beaucoup de choses à apporter et on a un avenir à fabriquer ensemble. Effectivement, merci beaucoup à vous tous les deux. Voilà, nous vous conseillons donc de vous renseigner encore plus si l'industrie vous intéresse. Découvre les formations qui te correspondent au salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Et donc je continuerai juste après l'interview de Félix. Oui, je suis en compagnie de Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour et Félix. Donc vous faites bien partie de la police nationale depuis combien d'années Alors moi j'ai intégré la police nationale en 1997 en qualité de gardien de la paix. Et quelle est votre fonction au sein de la police? Alors actuellement je suis formateur généraliste à l'école de police de Saint-Malo. Je suis également conseiller local au recrutement, donc c'est d'où ma présence aujourd'hui sur le salon. Et je suis également chargé de communication. Et comment peut-on intégrer la police nationale? Alors la police nationale, le recrutement se fait uniquement sur concours. Vous avez le corps des gardiens de la paix, donc le concours est à niveau bac. Le corps des officiers bac plus 3 et le corps des commissaires à bac plus 5. Et donc en quoi consiste ce concours pour intégrer la police? Alors pour le corps des gardiens de la paix, en fait, on a de la culture générale, on a une épreuve de langue, on a une épreuve de tests psychotechniques. Et ensuite, après, on a des épreuves sportives afin d'évaluer effectivement nos compétences pour répondre aux critères sportifs. Et il y a à peu près combien de personnes qui réussissent ce concours chaque année? Alors, chaque année, le nombre peut varier. Pour l'année 2025, donc le concours de gardien de la paix, il y a 3000 postes à pourvoir. Officiers 460 et commissaires 80. Très bien. Et donc, quelles sont les compétences requises pour devenir... en fonction des différentes branches, est-ce qu'il y a différentes les compétences seront différentes Alors, dans le corps des gardiens de la paix, il y a à peu près 100 métiers possibles. D'accord. En sortie d'école, on peut prétendre, entre guillemets, soit effectivement à faire de la police secours, soit de la police judiciaire sur de la petite et moyenne délinquance. On peut également intégrer la police aux frontières ou les compagnies républicaines de sécurité. Pour ça, effectivement, il faut avoir une capacité d'écoute, puisque la première chose, ça va être déjà de comprendre les problèmes rencontrés par les personnes qui vont venir à nous, et après, essayer de trouver la solution adaptée pour répondre à leurs problématiques. Pour ce faire, en fait, pour le concours de gardien de la paix, on a une école d'1 an, pour lequel on est formé pour répondre, on va dire, à 80% des missions qui incombent à un jeune policier. Après, il y a de la formation continue, il y a aussi l'expérience de nos collègues
qui vont nous apporter effectivement des réponses si on ne maîtrise pas un sujet. Et il y a beaucoup de gens qui se présentent chaque année pour devenir policiers. Oui, on a toujours un flux continu de candidats. Actuellement, effectivement, 3000 recrutements pour cette année, c'est un chiffre assez conséquent, donc qui permet à des jeunes aujourd'hui de pouvoir prétendre au concours. Et quelle est la formation que propose la police nationale et sa durée? Alors, pour l'école de gardien de la paix, la durée de la scolarité est de 12 mois, avec une période de stage. Pour le concours d'officier, c'est 18 mois, et pour le concours de commissaire, c'est 24 mois. Les écoles de police sont réparties sur toute la France, sous le régime de l'internat. Et donc, effectivement, à l'issue de cette scolarité, il y a un classement. Et à l'issue donc, grâce à ce classement, le jeune va faire un choix de poste pour une première affectation. Et donc, dans chaque formation, il y a un stage qui est attribué? Oui. Chaque apprenant va avoir une période effectivement de stage afin de conforter dans ses choix et de découvrir aussi de manière pratico-pratique ce qu'il a acquis durant la scolarité. Et donc en parlant de la scolarité, combien de temps par semaine les étudiants doivent-ils consacrer à cette école? Alors, les horaires de cours donc pour l'école de gardien de la paix sont à peu près de 7h45 à 11h45, soit 4 heures de cours le matin et 4 heures de cours l'après-midi de 13h30 à 17h30. Durant ces 8 heures de cours, en fait, les cours varient puisqu'il y a des cours de droit pénal, de procédure pénale, droit pénal. Il y a des cours avec des psychologues pour la préparation, donc la confrontation à la mort, par exemple. Après, nous avons également des intervenants extérieurs qui viennent parler de leur spécialité. Nous avons du tir qui est obligatoire. Et nous avons effectivement une pratique sportive assez importante pour se préparer et physiquement et à la maîtrise d'individus, la maîtrise de techniques d'interpellation, on va dire. Donc les spécialisations possibles, c'est gardien de la paix, et vous pourrez nous rappeler les autres spécialisations possibles une fois la formation commencée? Alors le gardien de la paix, c'est l'appellation, c'est un grade, d'accord? En fait, on sort de l'école de police, gardien de la paix stagiaire. À l'issue, on peut passer des examens professionnels pour devenir brigadier chef ou major de police, ce que je suis aujourd'hui. Après, par le concours interne ou la voie d'accès professionnel, on peut devenir officier. Donc là, qui comporte les grades de lieutenant, capitaine, commandant divisionnaire. Après, un nouveau concours, et là on peut prétendre au corps de commissaire, qui est de conception et de direction, en fait, qui est principalement commissaire divisionnaire et commissaire général. Et est-ce possible d'intégrer la police, mais à temps partiel? Alors, il existe une formule qui s'appelle réserviste de la police nationale, qui permet effectivement de faire le métier de policier en second métier après une première activité professionnelle. Et pourriez-vous nous donner le coût annuel de la formation de policier? Alors, il n'y a pas de coût puisque la formation est une formation rémunérée. À partir du moment où vous intégrez la police nationale, en fonction du grade dans lequel vous l'intégrez, vous avez un salaire qui est prédéfini. Et donc, tant que vous êtes fonctionnaire de police, vous êtes rémunéré selon la grille indiciaire prévue à cet effet. Et en quelques mots, que diriez-vous à un jeune voulant intégrer la police nationale? Qu'aujourd'hui, il y a des opportunités assez intéressantes, puisqu'effectivement, le métier s'est développé. Il y a plusieurs opportunités de métiers. Dans le corps des gardiens de la paix, il y a à peu près une centaine de métiers possibles, avec qu'on appelle des spécialisations et des validations des acquis des expériences. Il y a des formations diplômantes, ce qui permet aujourd'hui, entre guillemets, à un jeune qui n'aurait que le bac, en fait, de pouvoir obtenir des diplômes par la validation de ses acquis et par les spécialités qu'il aura effectivement acquises au cours de sa carrière. Et pour les étudiants qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut retrouver la police nationale sur des réseaux sociaux, ou y a-t-il un lien internet? Alors, la police nationale est présente sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur X, Facebook, Twitter c'est stupide, pardon. Snapchat, on est même TikTok. En fait, il y a le service le CICOP, qui est le service d'information et de communication de la police, qui publie régulièrement des vidéos en fait, pour valoriser le métier de policier et faire découvrir aux jeunes étudiants effectivement les possibilités offertes au sein de la police nationale. Eh bien, merci beaucoup Sylvain d'avoir répondu à toutes nos questions. N'hésitez pas à retrouver la police nationale sur leur site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Chaque question trouve sa réponse, chaque projet son chemin. Écoutez Radio Saint-Vincent en direct du Salon de l'étudiant. Je suis maintenant avec Marine Tranet pour une nouvelle émission, une nouvelle interview, excusez-moi. Donc bonjour Alban, donc je suis en compagnie de Maël, donc, qui est premier maître donc, dans la marine, donc bonjour.
Bonjour. Donc en première question, donc, qu'est-ce que la marine? Alors la marine, c'est une des composantes de l'armée, la composante marine évidemment. La marine nationale, c'est environ 40 000 hommes et femmes dispersés dans 4 forces. La force de surface, donc les bâtiments, les bateaux de la marine. La force sous-marine, donc les sous-marins nucléaires d'attaque et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La force terrienne avec les fusiliers marins et commandos marines. Et enfin la force aéronautique navale avec les avions et les hélicoptères. Et donc dans chacune de ces forces, il y a donc différents métiers. Tout à fait. Alors il y a environ 80 métiers dispersés dans 14 domaines de compétences. Ils sont vastes, donc autant dans la restauration, dans l'informatique, le renseignement, la navigation et tout autre métier et domaine qui sont ouverts à tout le monde, hommes et femmes. Et au niveau des recrutements, donc comment ça se passe? Alors le recrutement à l'engagement en tant que militaire, c'est à partir de 17 ans jusqu'à 30 ans, de 100 diplômes à Bac plus 5. Donc concrètement, il faut venir nous voir en ayant un projet, en voulant savoir rencontrer la marine et comprendre ce qu'on peut faire chez nous, découvrir les différents métiers. Et en fonction de votre diplôme, ça va configurer la catégorie dans laquelle vous pouvez vous engager. Soit en tant que militaire du rang, donc matelot ou quartier-maître, soit en tant que sous-officier, donc officier marinier chez nous, et enfin la catégorie d'officier de marine. Donc on en a parlé tout à l'heure, mais donc il y a des stages de découverte. Donc en quoi ça consiste? Exactement. Donc l'engagement proprement parlé en tant que militaire, c'est donc 17 ans jusqu'à 30 ans. Mais avant, à partir de 16 ans, il faut avoir fait son recensement à la mairie, bien sûr. Et à partir de 16 ans, il faut venir nous rencontrer et vous allez pouvoir passer un stage de découverte qui s'appelle une préparation militaire marine, qui donc se déroule sur une année scolaire complète, du mois de septembre au mois d'avril-mai. C'est environ 12 samedis sur l'année scolaire, pendant lesquels vous allez faire une formation militaire. On va vous expliquer ce que c'est qu'être marin et militaire, donc en faisant de l'ordre serré, donc marcher au pas, l'apprentissage des grades, apprendre à faire des nœuds, du sport évidemment, le fonctionnement de la défense, le maniement des armes par exemple. En plus de ces 12 samedis, vous avez 5 jours de bloqués sur les vacances de février ou les vacances d'avril, où vous partez en immersion avec vos encadrants sur la base navale de Brest. Et donc pendant ces 5 jours, vous allez visiter des bateaux, rencontrer des marins, passer une qualification au tir. Donc c'est vraiment un stage très intéressant qui est gratuit, sans condition de diplôme et à partir de 16 ans. Et ce diplôme que vous avez ensuite en tant que préparation militaire, il appuie une éventuelle future candidature d'engagement. Donc pour l'instant, le stage de découverte n'engage à rien, c'est juste pour découvrir le métier. Exactement, c'est vraiment un stage de découverte. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir en CIRFA, poser des questions à partir de 16 ans et puis on vous explique la démarche à suivre pour pouvoir s'engager. Et quelles seraient les qualités pour devenir marin? Alors, pour devenir marin, la première d'entre toutes, c'est la motivation. Puisque avant d'être marin, on est militaire, donc on est formé militairement, donc il faut avoir une certaine motivation, être prêt physiquement également. Et puis après, il y a une certaine fierté, il faut être mobile, il faut être disponible. Donc il y a quelques qualités, il faut être ponctuel évidemment, mais voilà, il y a pas mal de choses, mais la première d'entre toutes, c'est la motivation. Et selon vous, quelles sont les choses qui pourraient être un frein pour devenir, pour rentrer dans la marine? Alors, pour rentrer dans la marine, le premier frein, ce sera dans les aptitudes que vous aurez à passer et à délivrer. Donc, il y a des tests à passer, à l'engagement, et entre autres une visite médicale. Et donc, le médecin, lui, peut déterminer si on est apte ou inapte à l'engagement. Au-delà de ça, rien n'empêche de candidater, dans tous les cas, de venir nous voir, de tenter sa chance. Et en fait, en fonction de ce que vous voulez faire, on trouvera une solution pour vous engager. Et revenons un peu sur les niveaux de diplôme. Donc on peut rentrer dans la marine sans diplôme ou également avec diplôme. Mais quelle différence cela ferait? Alors en fait, selon le niveau de diplôme, le niveau scolaire, ça va pouvoir rentrer, ça va vous permettre de rentrer dans une catégorie ou dans une autre. Évidemment, quand on n'a pas de diplôme, on ne va pas pouvoir rentrer dans une catégorie d'officier, puisque les responsabilités sont très élevées. Mais par contre, on va pouvoir rentrer en tant que militaire du rang, donc matelot, et en interne, de pouvoir évoluer, c'est un escalier social, à force de travail et de motivation, de pouvoir gravir des échelons et changer de catégorie en interne. Et à partir de Bac plus 2, on peut rentrer en tant que sous-officier directement, donc par l'école de Metz-France. Et à partir de Bac plus 3, on peut possiblement rentrer en tant qu'officier directement, en externe. Mais par contre, voilà, on peut rentrer en tant que militaire du rang, donc matelot, et en interne, monter un ascenseur, un escalier social, je vais y arriver, parce qu'il faut faire preuve, il faut monter les marches soi-même, donc il faut montrer qu'on en a envie et qu'on veut évoluer. Et là, en interne, on peut changer de catégorie directement. Eh bien, cela montre que la marine est accessible à tout le monde et à tout âge.
Donc je vous remercie énormément. Donc Maëlle, premier maître donc dans la Marine nationale. C'est ça. Merci à vous. Merci. Merci effectivement à vous deux pour cette interview. J'espère que vous avez appris plus sur la Marine nationale. Effectivement, c'est un peu comme l'armée de terre, c'est des directions dans lesquelles les jeunes se posent des questions et qui sont très axées. Et j'espère donc que ces informations vous auront permis d'en apprendre plus pour une direction qui vous intéresse. Découvre les formations qui te correspondent au Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Et tout de suite, nous retrouvons donc Océane avec son invité. Alors oui, effectivement, donc bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes évaluateur en recrutement chez les pompiers de Paris. Oui. Alors où se situe votre école BSPP ? Alors l'école des sapeurs-pompiers de Paris se situe à Valenton dans le 94. D'accord. Et alors pour les étudiants provinciaux, par exemple, est-ce qu'ils peuvent prendre le train peut-être pour aller à votre école ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que les pompiers de Paris sont composés essentiellement de provinciaux. 70% des pompiers de Paris viennent de province. Donc si on prend cet exemple-là, aujourd'hui nous sommes à Rennes. Le pompier de Paris qui habite à Rennes prend le train la veille de garde, c'est-à-dire qu'il va prendre 1h30 de train pour venir à Paris, prendre sa garde et quand il a fini sa garde, il peut retourner dans sa région. D'accord. Et alors, pourquoi les pompiers sont-ils militaires ? Alors c'est historique, les pompiers sont militaires depuis plus de 200 ans. Il faut savoir qu'en 1810, il y a eu un important feu à l'ambassade d'Autriche à Paris. Suite à cet incendie, Napoléon a perdu beaucoup de convives. Pourquoi ? Parce que c'était tout simplement une équipe qui était très désorganisée, c'était des employés communaux, sans matériel, très peu formés. Ça a très vite pris de l'ampleur et du coup il y a eu une centaine de morts. Napoléon a dit je ne veux plus jamais voir ça. Il a du coup pris une partie de la garde impériale avec des gardes-pompes de la commune et il en a formé une unité militaire. D'accord. Et alors qu'est-ce que vous diriez à un futur pompier qui voudrait intégrer cette école ? Alors les qualités essentielles pour être pompier de Paris, c'est tout d'abord avoir un fort esprit de cohésion, être discipliné, avoir un goût à l'effort qui est prononcé. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas baisser les bras dès que ça devient difficile, il faut être persévérant. Faire preuve de remise en question, sans cesse se remettre en question, et évidemment être sportif. D'accord. Et alors, quels sont les critères d'admission ? Alors les critères pour être sapeur-pompier de Paris, il faut avoir 18 ans, la nationalité française, ne pas avoir de casier judiciaire, être sportif. On n'est pas obligé d'avoir le permis de conduire, néanmoins il est quand même vivement conseillé puisque le pompier conduit très rapidement des engins. Et puis voilà. Et pour le sport, du coup, il faut plutôt être vraiment très sportif ? Alors, faut savoir que les pompiers de Paris sont considérés comme une unité d'élite. On n'est pas forcément une unité d'élite, on est surtout une unité exigeante. Donc, effectivement, il faut un certain niveau de sport. Il faut savoir que le pompier de Paris tend à progresser tous les jours. Donc, tous les jours, il va faire du sport. Mais dès le départ, dès le recrutement, on n'a pas forcément besoin d'avoir un excellent niveau sportif. Il faut avoir un niveau sportif de base et on progresse au fur et à mesure. Et est-ce que vous privilégiez des sports en particulier, par exemple les sports de combat ou peut-être le cardio ou... Alors le sport essentiel chez Pompiers de Paris, effectivement, c'est l'effort cardio-respiratoire. Il faut savoir que chaque jour de garde, on a 4 heures de créneau de sport. 2 heures le matin de 8h à 10h. Durant ce créneau, on va essentiellement faire de l'épreuve cardio-respiratoire, de la course à pied essentiellement. Et l'après-midi, à partir de 17h, on a une séance de musculation. Généralement, c'est du poids de corps ou de la musculation, du crossfit, du grimpé de corde, de la gym. D'accord, donc c'est vraiment très sportif quand même comme établissement. Et donc vous êtes combien dans cette école ? Alors la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est composée de 8600 hommes et femmes, donc originaires de toute la France. Ça c'est pour l'effectif de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. À l'école, il faut savoir qu'on recrute environ par an 1200 sapeurs-pompiers. Dans ces 1200 sapeurs-pompiers, on recrute essentiellement du candidat pour être pompier, ce qu'on appelle le pompier sécurité, le pompier feu. Lui va intervenir pour le secours à victimes et pour les feux. Et dans ces 1200 candidats, on a 70 spécialistes, puisqu'on recrute aussi des spécialités telles que maçon, mécanicien, chaudronnier, frigoriste.
C'est des métiers qui nous intéressent fortement puisqu'il faut savoir que les pompiers de Paris sont quasiment autonomes. On a différents métiers, presque les métiers que vous rencontrez dans la vie civile. D'accord. Et alors, quelle est la charge de travail dans cette école ? La charge de travail, c'est des journées classiques, comme une scolarité, sauf que durant cette scolarité, il y aura de la formation théorique et de la formation de terrain, où les pompiers vont apprendre les différents règlements. Il y a pas mal de règlements à connaître, on n'intervient pas au hasard sur les interventions, on applique des règlements stricts, et effectivement de la formation pratique avec la manipulation d'échelles, de lances, de sauvetage, etc. Et vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel ? Alors, les pompiers de Paris disposent on dispose de notre propre école. L'école est composée de formateurs et d'instructeurs provenant de la compagnie d'incendie. Donc, ils ont tous été pompiers. Puis après, ils ont une formation spécifique pour être formateurs secourisme, incendie ou instructeurs. D'accord. Et quel est le coût annuel pour cette école environ ? Alors, le coût annuel pour le candidat, finalement, il n'y a aucun coût. Puisque pour rentrer chez nous, il ne faut débourser aucune somme. Et quand on rentre chez les sapeurs-pompiers de Paris, dès le premier jour d'école, le candidat sera payé 1 260 € net par mois. Et dès le 6e mois de service, on propose de signer un gros contrat, le contrat de 5 ans ou de 9 ans, où là, le candidat, enfin le pompier du coup, puisqu'il sera déjà pompier, va gagner 2 160 € net par mois. D'accord. Et est-ce que dans cette école, les étudiants sont logés, nourris ? Oui, tout à fait. Dès leur arrivée en école, les pompiers de Paris sont suivis tout de suite et sont nourris, logés. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations. Bien, merci beaucoup à vous deux. Émission spéciale au Salon de l'étudiant en partenariat avec les étudiants de l'ESRA Bretagne et Radio Saint-Vincent. Donc nous nous retrouvons maintenant avec Romane avec son nouvelle interview. Donc bonjour Romane. Bonjour Héloïse. Alors oui, aujourd'hui nous nous retrouvons sur le plateau de Radio SV avec Nicolas Tessier, volontaire en cinéma et citoyenneté. Bonjour Nicolas Tessier. Alors donc vous allez nous parler du service civique aujourd'hui. Alors le service civique c'est un engagement citoyen de 6 à 12 mois et de 1 à 12 mois pour l'étranger. Donc on est payé 620 € dans indemnité. Et on peut faire un tas de missions. Par exemple, on peut très bien faire du ciné-débat, comme je fais actuellement. On peut aller dans le sport, comme dans un club. On peut aller dans les hôpitaux, on peut aller dans les EHPAD. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et à quel âge, excusez-moi, commence cette formation ? Alors, la formation, c'est pas une formation, c'est un engagement citoyen de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour la situation de handicap. Voilà. Et du coup, ce service civique dure combien de temps ? Sur combien d'années, sur combien de jours Alors, ça dure de 6 à 12 mois et de 1 à 12 mois en étranger. Et du coup, vous avez parlé de rémunération. Les ados, les jeunes qui participent sont rémunérés pendant leur service civique ? Alors oui, du coup, ils sont rémunérés en indemnité de 620 € par mois, avec la prime activité qui peut être aussi. Donc ce service, il fonctionne comme un campus ou comme un camp. Comment ça fonctionne, le logement, tout ce qui est pour pouvoir faire le service civique ? Alors, du coup, en fonction de la mission, c'est un organisme en association. Et ça peut être très bien comme un travail avec un local et des voitures. Excusez-moi. Et ça peut être aussi comme un camp de vacances. On peut partir à l'étranger et passer un bon séjour avec des jeunes. Et la formation des jeunes est faite par des personnes qui ont eu, par exemple, le BAFA ou des spécialistes dans le service civique, des gens qui ont déjà eu ce service ? Alors, c'est pas une formation, c'est un engagement citoyen et c'est sans diplôme ou avec diplôme. C'est vraiment la motivation et l'âge qui comptent. Donc, pour ce service, les jeunes doivent être volontaires et quel débouché sera plus tard pour ces jeunes ? Alors justement, pour le débouché, il n'y a pas de diplôme à la fin, mais c'est reconnu à 70% par les employeurs. D'accord, donc cela facilite l'accès au travail pour ces jeunes ? Ça peut, oui.
Durant ce service, les jeunes sont plutôt contents, font des activités physiques, qu'est-ce qu'ils font spécialement? Ils ont des cours ou non? Alors, c'est vraiment au choix. Donc, par exemple, moi, je suis chez Unicity, je suis volontaire cinéma citoyenneté et je fais principalement des débats chez des écoles et collèges. Donc, vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le service civique? Alors, là, actuellement, j'ai commencé le 22 octobre, donc ça fait à peu près 3 mois que j'ai commencé. Donc, cela vous aide pour découvrir de nouvelles choses dans le monde ou non, pas forcément? Ça m'aide à découvrir ce que je vaux et d'avoir de l'expérience dans le domaine. Du coup, vous avez parlé que le service civique était en France, mais aussi à l'international? Oui, donc ça peut être aussi à l'étranger, donc de 1 à 12 mois. On peut partir un peu partout dans l'Union européenne. Donc toujours avec à l'âge de saison, on peut partir à cet âge-là en européenne, c'est ça? De ce que je sais, oui. Ok. Eh bien, est-ce que l'école, c'est une école ou c'est un centre où on est attribué, où on est placé pour faire ce service ou non? Alors, c'est pas forcément un centre, c'est pas forcément une école et on n'est pas forcément placé. C'est vraiment au choix du volontaire. Ok. Eh ben, c'était super intéressant. Merci Nicolas Tessier d'être venu sur notre plateau nous parler du service civique. J'espère que ça aidera plusieurs jeunes à vouloir s'engager dans ce service. Merci beaucoup. De rien. Merci aussi à Romane pour cette interview.